Emmanuel Brochier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur de philosophie de la nature ici à l'IPC, que vous nous recevez aujourd'hui. Et en tant que professeur de philosophie justement de la nature, je voudrais vous poser la question de la réalité augmentée, parce qu'on en parle beaucoup, on en a parlé beaucoup au moment de la sortie de ces fameux Pokémon, mais elle a aussi d'autres applications dans la vie courante. Alors est-ce que vous, en tant que professeur de philosophie, vous pourriez nous en donner une définition ? La réalité augmentée, en fait, est souvent définie comme étant un ensemble de systèmes informatiques qui produisent des séquences d'images sur lesquelles sont ajoutées des images virtuelles. Oui. La réalité, cette expression d'abord de réalité augmentée, je dirais, elle est plutôt paradoxale. Parce que si on regarde bien, la réalité n'est pas augmentée, ce qui est augmenté n'est pas la réalité. Oui. Ce qui est augmenté, ce sont des images ou des séquences d'images. Je vais vous prendre un exemple pour faire comprendre. J'ai sur mon téléphone une application qui permet de photographier, de filmer un texte en français ou dans une langue étrangère, et d'avoir une traduction qui vient simultanément se superposer au texte d'origine. Alors si le texte est français, je peux avoir une traduction en anglais, en espagnol, il y a une cinquantaine de langues disponibles. Là, nous avons un exemple d'application de réalité augmentée. Donc on voit bien que la réalité elle-même, c'est-à-dire le texte qui est filmé, lui, n'a pas changé, on n'a rien inscrit dessus, aucune traduction, la réalité n'est pas augmentée. Ce qui est augmenté, ce sont les images qui filment la réalité. Ainsi, cette expression de réalité augmentée est peut-être problématique parce qu'elle nous laisse peut-être entendre que la réalité, ce sont les images, la réalité, ce sont nos perceptions. Il vaudrait peut-être mieux parler d'images augmentées, c'est-à-dire de capture de la réalité en direct, auxquelles on associe des images virtuelles ou bien des sons virtuels qui sont dits virtuels parce que, justement, ils ne correspondent à aucune réalité actuelle, présente actuellement dans ce qu'on est en train de filmer. Je crois qu'il est peut-être regrettable d'utiliser ce terme technique comme tel dans le langage ordinaire. Alors comment est-ce qu'on devrait l'appeler selon vous ? Je vous dis, peut-être il serait préférable de parler d'image augmentée, car nous sommes en face, non pas d'une réalité, mais de techniques, de l'ensemble de techniques qui permettent d'avoir des images ne représentant pas simplement la réalité qu'on est en train de filmer, mais y ajoutant en quelque sorte des images, des sons ou d'autres objets virtuels. Alors justement, mais est-ce que en ajoutant des sons, en ajoutant des images, alors certes il peut y avoir des applications bénéfiques de cette technique, mais est-ce qu'il y a un risque de déséquilibre de la personne quand peut-être le virtuel prend le pas sur le réel ? Vous savez, j'allais dire pour toute chose, il y a un risque de déséquilibre, et c'est pas pour autant qu'il faut en condamner l'usage. On songe par exemple à l'alcool. Évidemment, la question importante, c'est comment est-ce qu'on régule cet usage. Il est sûr que aujourd'hui, il y a des applications dans l'ordre de la médecine, dans l'ordre militaire également, ou de la vie quotidienne. Comme cette application, toujours dans l'exemple de traduction, elle n'est pas encore sortie, c'est une petite oreillette qui va permettre de traduire en temps réel, comme on dit, c'est-à-dire simultanément, les conversations faites en langue étrangère. Et là, il s'agit de technologies tout à fait utiles, y compris à la vie ordinaire. Je crois qu'il ne faut pas associer exclusivement la réalité augmentée avec les jeux vidéo, qui posent d'autres problématiques, les problématiques de promotion de la violence, de promotion de la pornographie, également de surconsommation d'images virtuelles. La réalité augmentée, c'est autre chose. Et la question est celle de son usage. La question est celle des raisons pour lesquelles on promeut ce genre de technologie. Dans un rapport relativement récent, puisqu'il date de 2013, l'Académie française des sciences
parle d'une véritable révolution culturelle à propos des écrans. Et pourquoi alors une révolution culturelle? Voilà, c'est carrément une révolution culturelle par rapport à la culture du livre. Ils opposent, les auteurs du rapport opposent la culture donc, des écrans à celle du livre. Ils donnent beaucoup d'exemples, peut-être 2 ou 3, intéressants, pour montrer la gravité peut-être du problème. Ils disent par exemple, voilà, l'écran permet de favoriser la mémoire-travail. Alors que le livre, au contraire, permet de favoriser ce qu'ils appellent la mémoire-souvenir, c'est-à-dire une mémoire à long terme. Alors que la mémoire-travail, c'est une mémoire qu'on a le temps d'accomplir une tâche et qui disparaît en quelque sorte une fois la tâche accomplie. Ils disent encore que cela permet la pensée non linéaire, contrairement au livre, où il faut suivre l'auteur dans un ordre qu'il impose. La pensée non linéaire, c'est le zapping, en quelque sorte. Il est vrai qu'on peut lire, j'allais dire, même des livres avec cette culture zapping. Hein. Et puis, enfin, ils nous disent que cela permet, la culture des écrans, cela permet eh bien, la coexistence des contraires. Alors, le philosophe que je suis s'interroge en se rappelant les leçons de Platon, notamment, qui nous montre que pour bien discerner le vrai, pour bien discerner le bien, justement, eh bien, il est important, indispensable d'avoir une bonne mémoire. Et chez Platon, c'est une mémoire souvenir. Il est important de se fier à des gens compétents qui nous imposent un ordre, une pédagogie, et non pas un zapping, une dispersion. Qu'il est important de respecter le principe de non-contradiction. Et qu'il est nécessaire d'avoir le désir de la vérité. Alors, dans la culture des écrans, si le désir de vérité demeure, je crains qu'il soit incapable, en raison même de cette culture, qu'on soit incapable, en raison même de cette culture, eh bien, de satisfaire, de répondre à ce désir de vérité. Et oui, parce que finalement, qu'est-ce que ça nous dit pour l'homme moderne de son rapport au réel et ultimement à la vérité ? Est-ce qu'on ne retrouve pas ce refus du réel, ce refus de la contrainte, et aussi peut-être une sorte de soif de puissance? Alors, est-ce que c'est ce qui motive, qui conduit à la mise en œuvre de ces applications? Parce que ce que je n'ai pas dit juste avant, c'est que le rapport nous dit, étant donné donc cette culture des écrans, il va falloir former l'ensemble des enfants à partir de l'âge de 3 ans. À l'usage des écrans. Est-ce que c'est mu par une volonté de puissance, soif de puissance? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a plutôt un impératif technicien qui préside à la mise en œuvre de ces nouvelles technologies. Un impératif technicien qui dit à peu près ceci, que nous devons faire tout ce qu'il est techniquement possible de faire, à partir du moment où un nombre suffisant de personnes le souhaitent. On trouve une belle illustration de ce principe, de cet impératif technicien, dans un ouvrage de 1624 de Francis Bacon, l'un des fondateurs de notre modernité, dans la Nouvelle Atlantide, où il illustre cela. C'est pour dire que cet impératif technicien est en quelque sorte dans les gènes de notre conscience moderne. Et il s'impose à partir du moment où 2 facteurs se trouvent réunis. Le premier facteur, c'est une lecture mathématique, en quelque sorte, à la lumière des mathématiques de la nature. Quand on se met à regarder la nature uniquement à travers les mathématiques, eh bien, on va, parce que les mathématiques finalement nous disent bien quelque chose du réel, parce que les mathématiques nous disent une certaine potentialité inscrite dans la matière, potentialité qui est parfois irréalisable techniquement, qui est parfois réalisable techniquement, comme c'est le cas lorsque des expérimentations réussissent, eh bien, cette vision mathématique de la nature, nous disant ce qui est possible de faire, ce qui est dans la potentialité de la nature, eh bien, nous conduit à voir
finalement la nature comme un ensemble de ressources naturelles disponibles à souhait. Et le deuxième facteur, c'est l'identification du bien à la satisfaction. Et avec ces deux facteurs, eh bien, on a cet impératif technicien qui fait, encore une fois, que tout ce qui est techniquement possible, eh bien, nous devons le réaliser si un nombre suffisant de personnes le souhaitent. Donc finalement, si je vous comprends bien, cette révolution dont vous parlez, cette révolution culturelle, elle a un impact très fort sur la formation de l'intelligence. Oui. Et du coup, là, elle aurait en effet il y aurait un risque de déviation par rapport à la recherche de la vérité. Alors, il y aurait un risque de déviation. La réalité nous rattrape en même temps toujours. C'est peut-être, comment dire, ce qui se passe avec la crise écologique, où on voit que cette nature, peut-être, est un ensemble de ressources, mais que les ressources peuvent s'épuiser et que cela peut constituer ce qu'on appelle aujourd'hui un risque existentiel. Mais je crois qu'on n'arrivera pas à changer notre regard sur la nature, à compléter, on pourrait dire, pas pour enlever ce que nous apportent les mathématiques, mais pour compléter. On n'arrivera pas à compléter notre regard sur la nature, à voir la nature autrement, plus que comme un ensemble de ressources disponibles, si, eh bien, on ne, comment dire, redonne pas à la philosophie ses lettres de noblesse, si la philosophie ne délaisse pas, elle s'est un peu renfermée dans les textes, dans l'étude de la subjectivité, si elle ne retrouve pas, comme à ses commencements finalement, eh bien, une interrogation sur la nature, pas simplement sur les sciences, mais sur la nature. Et si elle ne réfléchit pas pour mieux comprendre comment on doit prendre en compte cette nature dans nos prises de décision. Bref, je crois qu'il y a une urgence à redécouvrir une philosophie de la nature. Je dirais que ce que cela manifeste en quelque sorte, ce sont des lacunes dans nos philosophies contemporaines. Merci beaucoup, Emmanuel Brochier.